Bon, écoutez, je vous propose que nous démarrions avec un retard certain, ce qui est habituel en fin de journée. Alors, nous avons le plaisir d'aborder maintenant une table ronde sur la financiarisation, la fin d'un monde, avec le docteur Elisabeth Gormand, qui est président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône et conseillère nationale, si j'ai bien compris, référent de financiarisation. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, qui est le vice-président de la commission des affaires sociales du Sénat et qui est surtout, sur le sujet qui nous intéresse, rapporteur ou co-rapporteur de la mission d'information sur la financiarisation de l'offre de soins, qui devait rendre ses conclusions avant le 14 juillet, mais compte tenu du contexte politique légèrement changeant, ne rendra ses conclusions, si j'ai bien compris, qu'au mois de septembre de cette année. Le docteur Jean-Marc Petiot, qui est le vice-président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, et vous comprendrez pourquoi on a invité un représentant de l'Ordre des vétérinaires, compte tenu du fait que l'Ordre des vétérinaires a été un aiguillon sur la question de la financiarisation, notamment des cliniques de santé animale, et le docteur Laurent Verzeau, qui vous entend pas, mais qui va nous entendre, et qui est directeur général de Vidi Capital, qui est une structure qui gère des centres de radiologie. Je vous propose de commencer sans attendre. Alors, donc, année charnière 2023, parce qu'on a eu 4 arrêts importants du Conseil d'État en matière de santé animale le 10 juillet 2023, dans lequel le Conseil d'État a validé les démarches engagées par le Conseil national des vétérinaires de radier un certain nombre de sociétés d'exercice vétérinaire pour non-respect des règles déontologiques, pour dire les choses de manière très réductrice, et en utilisant une approche qui était la première du Conseil d'État, c'est que comme tous les ordres, il appartient à l'ordre des vétérinaires de contrôler les contrats, les sociétés d'exercice des vétérinaires, et le Conseil d'État a repris ou a interprété les règles de déontologie comme lui permettant un contrôle effectif pour déterminer, compte tenu de l'ensemble des montages juridiques et financiers qui s'appliquaient en matière de santé vétérinaire, pour voir si le principe d'indépendance des vétérinaires était garanti. Année 2023 qui est encore charnière puisqu'on a eu la publication de l'ordonnance du 8 février 2023, ordonnance qui doit revoir le statut des sociétés d'exercice, toutes professions réglementées confondues, qui est présentée comme étant une avancée, ce qui ne changera pas grand-chose pour les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, enfin globalement pour les professions médicales, puisqu'on avait un certain nombre de dispositions, mais qui impose un élément de manière encore plus claire, même si pour moi c'était déjà le cas précédemment dans le Code de la santé publique, c'est que les pactes d'associés ou les pactes de préférence soient transmis à l'ordre. Année décisive ensuite, puisqu'on a eu le rapport charges et produits de l'assurance maladie de 2024, dans lequel, pour la première fois, l'assurance maladie s'est posé la question des conséquences de la financiarisation sur l'exercice des professions de santé et l'organisation de l'offre de soins. Bien évidemment, la mission qui a été ouverte en février 2024 par la Commission des affaires sociales du Sénat, une mission d'information sur la financiarisation de l'offre de soins, donc pas simplement sur l'exercice libéral de la médecine. Un petit détail qui fait toujours sourire, la publication en février 2023 d'une fiche de poste à la DGOS pour le recrutement du premier chargé de mission responsable des questions de financiarisation, montrant qu'une fois de plus, cette direction de l'administration centrale avait beaucoup d'avance. Et la question qui se pose est de savoir si l'année 2024 sera l'année de confirmation. Et ce que je vous propose, c'est que dans cette table ronde, on aborde les différents points et thèmes relatifs à la financiarisation de l'exercice de la médecine. Monsieur le vice-président, je vous propose de nous présenter les démarches qui ont été faites par l'Ordre des vétérinaires, puisque très clairement, il faut reconnaître que la législation n'avait pas évolué jusque-là. Peut-être qu'elle évoluera compte tenu des conclusions à venir du rapport de la mission d'information du Sénat. Mais en tout cas, avec une réglementation qui avait plusieurs dizaines d'années, la démarche de l'Ordre des vétérinaires a été particulièrement efficace en ce qui concerne l'application de leur déontologie. Je vous permets de vous laisser la parole. Merci d'avoir invité les vétérinaires dans ce monde de médecins. Donc pour rappeler un petit peu les dimensions du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, parce que ça n'a rien à voir avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Nous sommes une profession finalement assez petite avec 22 000 membres. Le Conseil de l'Ordre est composé de conseils régionaux uniquement, il n'y a pas de conseils départementaux comme chez les médecins. Donc au niveau régional, on fait à la fois l'administratif et le disciplinaire de première instance.
Donc ça représente sur la France 12 conseils autant que de régions administratives. Ça représente 187 conseillers. Et on a un conseil national avec 14 conseillers. L'ensemble, région plus nationale, emploie une petite cinquantaine de salariés, 30 en région, 20 au conseil national. Donc j'ai essayé de vous raconter les 5 dernières années en peu de temps. Il y a 5 ans environ, lors de l'examen des statuts, il est apparu que il y avait une perte du contrôle effectif des sociétés par les vétérinaires. Alors, à l'examen des statuts, il n'y avait rien qui était manifestement incorrect. Par contre, il y avait des contrats annexes, des pactes d'associés, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours transmis, puisque c'est en les demandant par la suite qu'on a pu se les procurer, qui privait le vétérinaire de la garantie d'être maître chez lui. Alors, tout ça s'est apparu lors du rachat de parts de société par des groupes financiers. Alors il y a eu un effet... ça a été vite, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se passait rien, et puis en très peu de temps, on avait une montée en puissance, plein de groupes financiers à investir dans la profession vétérinaire. Et c'était... il y a eu une période un peu compliquée. C'est pour ça que je vous expliquais qu'on n'était pas bien grand. Et qu'il y avait énormément de documents, les statuts, les pactes d'associés, etc., à examiner avec des moyens humains limités. Ça a été un exercice qui a duré et qui a été long. Donc quelques exemples pour... C'est moi, c'est moi. C'est en boucle. Je viens de là, l'écho. Non, moi, je suis plus en ligne avec le docteur. Quelques exemples. Ça marche. Donc, quand même, on a vu un comité de surveillance ou un comité exécutif qui contrôlait les décisions du président. On trouvait dans certains pactes l'engagement à voter en assemblée générale toute proposition d'affectation des bénéfices. Donc les jeux étaient faits en fait dès le départ. On a vu apparaître assez rapidement la création de 2 types d'actions. Des actions de type A, détenues par les associés, qui étaient destinataires d'1% des bénéfices, et des actions de type B, détenues par les actionnaires, qui étaient destinataires de 99% des bénéfices. Mais, non, mais, alors, je ne sais pas comment ça se passe chez les médecins, mais les vétérinaires font assez facilement confiance et signent des choses qui sont de manière assez surprenante, quoi. Donc, effectivement, ça aurait été beaucoup plus simple si tout le monde avait compris ce qu'il signait. En Assemblée générale des actionnaires, les règles du quorum, qui étaient observées entre 51% et 2 tiers, ne permettaient pas aux vétérinaires de délibérer seuls ou de prendre des décisions sans l'accord de l'actionnaire minoritaire. On trouvait des signatures de promesses unilatérales de vente qui permettaient à tout moment aux actionnaires minoritaires de racheter les actions des vétérinaires, notamment en cas de litige ou de changement de la loi. C'est-à-dire que l'actionnaire décidait qui rachetait. Alors le prix était fixé, c'était 1 centime, et l'actionnaire pouvait racheter quand il voulait. Les conseils d'administration ou le conseil de surveillance composés de 3 membres, la plupart du temps, dont un seul était désigné par les vétérinaires. Donc quand je dis les vétérinaires, c'est les vétérinaires en exercice dans la société. Donc il en ressortait une représentation minoritaire des vétérinaires en exercice. Alors, pris isolément, aucune de ces dispositions n'est réellement illégale.
En fait, c'est la conjonction de plusieurs de ces dispositions qui conduit petit à petit à priver les vétérinaires du contrôle effectif de leur société, qui devrait être garanti par la détention majoritaire du capital et des droits de vote, puisque les actions qui ont été effectuées ont été pour la très grande majorité, non pas pour infraction au code de déontologie, mais pour infraction au l'article L241-17 du code rural, qui, alors on va pas refaire le droit, mais ce qui est notable, c'est cet article dit que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu directement ou indirectement par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société. Donc c'est un dispositif qui est censé assurer le contrôle effectif de la société par les vétérinaires y exerçant. Un autre point intéressant, les gérants, le président de la société par action simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire. L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés exerçants. Donc ça, c'est pour bien comprendre la manière dont le problème a été posé. Donc, au vu de ces constats et au fil du temps, les sociétés ont été radiées donc, par les conseils régionaux. Alors, pour vous donner un peu une idée de la volumétrie, il y a eu 280 sociétés radiées. Il y a eu 218 recours qui ont été faits devant le Conseil national, qui les a quasi tous confirmés. Et ça a donné lieu à 179 recours en Conseil d'État. Alors, on a attendu les décisions du Conseil d'État, notamment pour les premières affaires qui avaient été portées devant lui. Et ça a été... de 6 mois en 6 mois, on disait, mais là, dans 6 mois, on aura un premier jugement, dans 6 mois, on aura un premier jugement. Et en fait, on les a eus au bout d'un peu plus de 3 ans. Donc, c'était juillet dernier, et le Conseil d'État s'est prononcé donc, sur, je vous ai dit, 160 et quelques, sur 4 affaires, qui étaient assez... qui représentaient un peu l'ensemble des griefs qui avaient été... tous les dossiers étaient un peu analogues, je veux dire. Donc, on avait 4 décisions, mais ça servait de jurisprudence pour les autres, et on savait en tout cas où est-ce qu'on allait atterrir. Donc, qu'a dit le Conseil d'État ? Donc, il a confirmé de manière factuelle la radiation de 3 sociétés d'exercice. Il a confirmé que les décisions rendues par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires étaient motivées conformément aux exigences du Code des relations entre le public et l'administration. Il affirme que les décisions sont prises sur l'analyse de la non-conformité au L241-17, ce dont je vous parlais, et pas sur le L242.1, qui est un article qui fait référence à la moralité, la probité. Il a rappelé une jurisprudence de 2019 qui dit que l'ordre ne peut refuser une société d'exercice que si les statuts ne sont pas conformes à la réglementation ou si des accords passés entre les associés ou avec des tiers sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. Ce qui est le cas lorsque des stipulations privent des faits les garanties prévues dans le 241-17, à savoir, c'est la raison pour, je ne sais pas comment on dit en droit, mais la raison pour laquelle cet article a été fait, c'était de garantir l'indépendance des vétérinaires et le contrôle effectif. Donc c'était une certaine manière de contourner ce dispositif. Et en rappelant que les associés devaient effectivement avoir le contrôle effectif de la société. Lorsqu'une modification statutaire survient, les statuts, une fois modifiés, doivent toujours respecter le L241-17.
Le Conseil d'État a confirmé que lorsque des associés vétérinaires sont seuls détenteurs de l'ensemble des parts de la société d'exercice, directement ou indirectement, ils doivent exercer la médecine et la chirurgie des animaux au sein de la société. Parce qu'on avait des vétérinaires de profession, mais qui n'exerçaient pas dans leur société. Alors il y a quelque chose qui est sûrement plus important pour les vétérinaires que pour les médecins, c'est que le Conseil d'État a mis la santé publique, donc pour nous la santé publique vétérinaire, au premier rang des raisons impérieuses d'intérêt général, puisque on nous opposait que l'incompatibilité entre le 241-17, c'est-à-dire la détention majoritaire capitale et des droits de vote, avec l'article 15 de la directive service, qui prône plutôt la libéralité, parce que nous sommes sous la directive service et pas la directive médicale. Donc le Conseil d'État a, à cette occasion, souligné qu'il appartient à chaque État membre de fixer son propre niveau de protection de la santé publique qui est lié à la santé animale. Selon la jurisprudence, la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peut justifier une réglementation nationale dont les exigences sont justifiées par une ou des raisons d'intérêt général. Donc, à cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peut justifier, au titre de la marge d'appréciation ainsi reconnue aux États membres, une réglementation nationale qui, dès lors qu'elle n'exclut pas la participation qui peut être limitée, de non-vétérinaires au capital de sociétés vétérinaires, prévoit que le contrôle effectif de ces sociétés est assuré par les vétérinaires, garantissant ainsi l'indépendance des vétérinaires à l'égard d'impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés. Donc une fois que ces décisions sont parues, l'ordre a décidé de notifier les radiations. Ce que je vous propose, monsieur le vice-président, c'est que la partie qui va être les conséquences que vous en avez tirées avec la doctrine, on l'aborde dans un deuxième point, qu'on fasse un premier tour de table, si ça vous convient. Tout me convient. Parfait. Alors, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Ordre des vétérinaires a vraiment été l'aiguillon sur cette question. La vision ou l'approche holistique, en tout cas l'approche globale qu'a retenue le Conseil d'État, consistant à dire je ne vais pas prendre contrat par contrat, mais je prends l'ensemble pour vérifier le contrôle effectif, est manifestement parfaitement transposable dans les professions de santé. Donc, Madame la Présidente, je vous propose de nous présenter la vision du corps médical et surtout de l'Ordre des médecins. Et après, on abordera avec le sénateur Jomier les conséquences qui pourront en être tirées sans tout expliquer de votre futur rapport. Et on abordera ensuite avec le docteur Verzeau un certain nombre de points. Madame la Présidente. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter quand même le texte qui a fait l'objet d'un communiqué de presse par lequel on va commencer et qui dit que le CNOM demande le 11 avril 2024 que des mesures soient prises rapidement pour stopper le processus de financiarisation. Et donc, je lis en mars 2024, c'est donc le CNOM dans son ensemble, les 60 conseillers ordinaux nationaux du CNOM qui se réunissent tous les 2 mois en session, qui a demandé la suppression de la possibilité pour un tiers non professionnel de pouvoir rentrer au capital d'une SEL, c'est-à-dire une société d'exercice libéral de médecins. Cette position a été communiquée au Sénat et à M. Jomier. La loi du 31 décembre 1990, comme l'ordonnance du 8 février 2023, pose le principe qu'une SEL est détenue et dirigée par des associés qui exercent et ne peut pas comporter la présence de tiers non professionnels, sauf si un décret le prévoit. Et en 1990, on a loupé le coche, c'est-à-dire que la possibilité pour un investisseur de rentrer jusqu'à 25% a été retenue il y a 30 ans. Je précise que les dentistes et les pharmaciens, soit l'ont refusé, soit ça n'a pas été inscrit pour eux. Nous ne savons pas qui a demandé cette possibilité pour des investisseurs jusqu'à 25%. En tous les cas, on ne le sait pas. Alors, on n'a pas retrouvé de texte chez nous le demandant.
Cette limite n'empêche pas les dérives actuelles avec des financiers qui entrent au capital des sociétés et en détiennent le contrôle effectif, remettent en cause l'indépendance professionnelle des associés exerçants et orientent leur activité avec la lucrativité pour seule finalité au détriment de la santé publique. Et je pense que le texte il est très fort. Les efforts que déploie l'Ordre des médecins pour endiguer ce processus ne seront pas suffisants face à la complexité et à l'opacité des montages proposés. C'est exactement ce dont vous aviez parlé. Et on a aujourd'hui des montages de plus en plus complexes. La situation n'est pas acceptable et conduit donc le CNOM à demander au législateur qu'il interdise la participation des tiers non professionnels dans les salles médicales et que cette mesure ait un caractère rétroactif. Le Parlement et le gouvernement doivent intervenir très rapidement devant l'ampleur du problème avant qu'il ne devienne irréversible. Par ailleurs, le CNOM s'est également prononcé pour l'interdiction de toute personne physique ou morale n'exerçant pas directement ou indirectement au sein d'une salle médicale de détenir plus de la moitié de son capital social. Pourquoi ? Parce que cette interdiction contribuera également à endiguer les dérives de la financiarisation et devra figurer dans la loi. Il faut savoir que quand on parle de financier, il y a des banques ou des investisseurs très connus, sur le plan international ou national, mais il y a aussi d'anciens médecins à ceux qui sont non exerçants et qui, à eux seuls, représentent la finance, comme on l'a aujourd'hui très largement en biologie. Alors là, je vais faire une explication de texte sur déjà ce qu'on entend par financiarisation au CNOM et à l'ordre départemental. Nous ne nous occupons pas, bien sûr, des établissements de santé, des centres de santé qui sont sous réglementation de l'État, qui à tout moment peut intervenir s'il veut limiter le pouvoir financier. Ce n'est pas dans nos missions et dans nos prérogatives et pas dans nos possibilités. En revanche, la prise de contrôle et la direction par des investisseurs financiers de l'exercice de la médecine, c'est, je dirais, l'ADN de l'ordre sur l'inscription et l'acceptation des contrats. Deuxième point, cette émergence de tiers financiers, elle a été très forte à partir de 2019 et post-Covid. Et on peut voir que les finances, pourquoi ça n'avait pas été... finalement, ils n'en avaient pas profité avant. Il y a eu quelques sociétés qu'on n'a pas vu venir, mais tout d'un coup, on est passé de 15 sociétés à maintenant 150 dossiers qui sont étudiés au CNOM. Mais les 150 qui sont étudiés au CNOM, ce n'est pas tous les dossiers, il y en a bien plus. Parce que les départements sont décideurs de l'acceptation de ces selles et ne font pas forcément remonter les dossiers, ils font remonter les plus importants. Et le post-Covid, je vous rappelle, la santé quoi qu'il en coûte. Certains, les oreilles, ont bien perçu qu'il y avait une rentabilité assurée, se sont intéressés au sujet, avec un financement par l'assurance maladie automatique. En France, la particularité d'avoir des autorisations de matériel plafonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune concurrence. Vous achetez une société avec des IRM et des scanners, vous investissez, vous avez l'assurance de la rentabilité et qu'il n'y aura pas une IRM en face qui va se monter. Une augmentation, j'aime pas dire une baisse de l'offre de soins, je dirais plutôt une augmentation de la demande de soins, donc une demande d'actes supplémentaires, et un détournement par des... Alors là, les avocats, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, et ils ont tous compris. Maintenant, au départ, ils étaient peu nombreux, mais aujourd'hui, ils sont nombreux, pour contourner la loi des 25%, puisqu'on on ne retrouve pas de société avec 25% d'investisseurs, on retrouve 7%, 11%, mais... Comme vous l'avez très bien dit, des actions de préférence qui font systématiquement remonter les dividendes aux financiers pour assurer la rentabilité, et ensuite des pactes entre des médecins et des investisseurs, pas tous les médecins de la société, pour, je dirais, avoir une gestion financière et une rentabilité de la société qui sera revendue ou reconduite au bout de 5 ans. L'investisseur, lui, le but, il faut bien voir le métier de l'investisseur, et on va le détailler, c'est que lui, c'est de gagner de l'argent. Nous, c'est de travailler en santé, de faire du soin. Lui, et c'est normal, il gagne de l'argent. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'attarder sur cette compatibilité du Code de santé publique avec le droit des affaires. Les médecins respectent le Code de santé publique. C'est le seul code qui s'impose à nous. Et dedans, on a l'indépendance professionnelle, l'article 4127-5, et la médecine ne peut pas s'exercer comme un commerce. Donc on a coupé court dans le Code de santé publique avec l'exercice commercial. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer à nous des règles du commerce dans l'exercice de la médecine. Donc de ce fait, l'ordre a été chargé de vérifier que les médecins n'exercent pas la médecine comme un commerce.
il y a la finance, mais entre parenthèses, il y a la médecine esthétique, il y a des tas d'autres domaines où la médecine peut s'exercer comme un commerce, et on doit vérifier à la fois les contrats des médecins avec les sociétés et les contrats d'exercice de la médecine. L'ordre a donc une obligation de contrôle. On s'est vite rendu compte avec cette armada d'avocats qu'on a fait en face de nous que nous n'avions absolument pas les moyens de faire respecter la loi. Pourquoi ? Parce que si on fait modifier un contrat, il pourrait être modifié dans les 6 mois plus tard et on va recommencer. Et en face, c'est leur métier, le droit des affaires, ce n'est pas le nôtre. Les investisseurs sont tenus d'assurer une rentabilité pour leurs actionnaires. Ils suivent donc les règles du droit des sociétés, ce qui leur permet, et ils ont le droit, de prendre le contrôle des sociétés où ils ont investi. Eux, dans leur déontologie, s'ils en ont une, je pense qu'ils en ont une, certains en tous les cas que j'ai rencontrés, ils ont le droit de le faire. Donc ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas le faire dans une société d'exercice de la médecine, et il faut leur expliquer que c'est l'exercice direct de la médecine et que nous, on ne peut pas accepter ça dans notre pratique. Je crois que c'est très important de comprendre cette incompatibilité, parce que là, les médecins ont été réceptifs. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont trouvés, certains, à l'approche de la retraite, ils ne peuvent pas vendre. Il y a les radiologues et les biologistes, mais aussi les médecins qui veulent vendre leur cabinet ou leur patientèle, qui sont d'une MSP. Et quand il y a un investisseur qui leur dit « mais moi ça m'intéresse, je vais mettre des médecins salariés, je vous rachète vos parts », ils sont tout à fait réceptifs. Il y a les médecins qui n'arrivent plus à gérer leur groupe parce qu'ils sont trop nombreux, ils n'ont pas appris à le faire, et le financier va venir en trouvant, l'investisseur, lui, qui sait très bien faire, va leur trouver des solutions facilement adaptables et immédiates. Et ça, c'est intéressant, des solutions immédiates. Il y a un deuxième point sur lequel il faut s'attarder, c'est les études d'impact sur la santé publique. Parce que pour l'instant, on s'est intéressé à indépendance professionnelle, les médecins ne peuvent plus exercer. Quel est l'impact ? C'est trop, pour avoir travaillé avec des personnes de l'OCDE qui s'intéressent, donc l'Europe s'intéresse à ce phénomène, qui a grandi en Europe à peu près en même temps qu'en France, au moment du Covid. Et on n'a pas assez de recul, parce que les premiers médecins sont satisfaits, et puis il faut attendre la transformation des exercices pour voir s'il y a un impact négatif. On sait, nous, par les retours des radiologues qui ont investi et qui travaillent encore, parce que ceux qui sont partis sont très contents, mais ceux qui travaillent encore, que ce n'est pas du tout ce qu'on leur avait promis, et que finalement, leur exercice en trouve forcément modifié. Et il n'y a pas que les radiologues. Et les radiologues, on a vu disparaître des mammographies ou fermer des cabinets à certains endroits. Les directeurs de CHU, et pour avoir échangé avec le directeur, on ne va pas citer la région, mais de Marseille, il m'a dit, moi, la première chose que je vous demande, c'est d'arrêter cette financiarisation, parce que c'est moi qui assure dans les territoires, là où les médecins sont partis et où des financiers sont arrivés, parce que Marseille est très touché, beaucoup plus que le Rhône, par exemple. Et c'est nous qui devons aller trouver des moyens pour être au service de la population. Donc, à vous de remettre de l'ordre, et nous, on va demander que cette financiarisation s'arrête. Les études d'impact, je ne reprendrai que celles des États-Unis, et je ne les ai pas là, mais pour les avoir partagées avec l'OCDE, les premiers impacts, et Dieu sait que l'Amérique est libérale, c'est l'augmentation des coûts et la perte de la qualité. Toutes les études vont dans ce sens, peu ou prou, suivant les modèles. Mais en tous les cas, il est fort de constater pour les assurances qui sont les concernées aux États-Unis que ça leur coûte plus cher et que la qualité des soins n'a pas augmenté. Il y a donc urgence à légiférer des textes réglementaires spécifiques à toutes les professions de santé, avec un retrait d'investissement des selles, comme chez les pharmaciens et chez les dentistes, pour préserver l'indépendance professionnelle. Et à ceux qui disent que la gestion du cabinet peut être différenciée d'exercice professionnel, c'est faux. Pour nous, c'est un tout, parce que dans tous les dossiers qu'on a vus, dans tous les comportements, quand il y a des problèmes de gestion et quand il y a une pression sur la gestion, il y a forcément un retentissement sur l'exercice professionnel. Enfin, il est de notre devoir d'accompagner les jeunes médecins et d'enseigner la gestion, parce que les médecins n'ont aucun enseignement de la gestion de groupe. Ils savent déjà quelquefois pas gérer leurs propres affaires et ils n'ont aucun enseignement sur la gestion de groupe. Je citerai les jeunes médecins, parce que le groupe des jeunes biologistes, c'est des collectifs, et les jeunes radiologues de Corail qui sont très dynamiques et qui pourront répondre aux investisseurs qui nous disent « Nous, les jeunes ne veulent plus gérer, et c'est pour ça qu'on est là pour gérer pour eux, on leur fait un outil parfait ». Ils ont fait une enquête chez eux, et à plus de 90%, ils veulent être en libéral et gérer leur outil de travail. Donc je pense que l'avenir, c'est eux, et on doit aussi travailler pour eux. Pour le passé, on verra ensuite. Merci.
permet de vous rendre ça. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, je vous propose de vous passer la parole. Ça, normalement, ça doit... Avec, si vous me permettez, j'allais dire deux remarques ou deux angles, si je peux éventuellement orienter, non pas ce que vous allez dire, mais les thèmes. Bien évidemment, présenter le pourquoi et le comment de cette mission d'information. Et puis, je souhaiterais interroger un sénateur, donc un membre du Parlement, parce qu'on connaît un certain nombre de sujets, la biologie, les centres de santé, où on a eu une succession de lois et d'ordonnances qui ont montré pour la biologie, alors même que la loi de 2013 était censée être là pour bloquer la financiarisation, qu'elle n'a fait que la confirmer, la consolider, voire la généraliser, et les centres de santé, où sous prétexte de déréguler et de faciliter l'accès aux soins, on a retiré l'agrément des centres de santé, on a vu disparaître tout contrôle par les agences régionales de santé des centres de santé, et je n'irai pas sur proxy dentaire, etc., parce que ça, c'est pas de la financiarisation, c'est de la dérive financière, ce qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je commencerai par une question très simple, monsieur le sénateur. Pour vous, qu'est-ce que la financiarisation des professions de santé ? Bien, merci déjà de m'avoir convié à participer à cette table ronde. J'étais là, la dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était au mois de novembre. C'était une réunion, un colloque d'avenir spé. Et déjà, il y avait Thomas Fatome qui était assis là, il y avait un collègue député du Rhône. Et déjà, mais je pense très mal au micro. Alors, je vais faire, voilà. Voilà, ce sera peut-être moins pénible que d'entendre une voix complètement hachée. Et le sujet avait été soulevé. C'était le moment où, effectivement, à la Commission des Affaires sociales, on avait décidé de lancer un travail sur cette question. Alors, pourquoi on a décidé de lancer un travail ? Parce que c'est un sujet important. Et on l'a repéré. Moi, je vais vous dire, j'ai vraiment repéré, ça fait longtemps que la financiarisation a enclenché. Et je vais répondre à votre question en introduction dans une minute. Mais quand j'étais rapporteur de la commission d'enquête sur le Covid au Sénat, on a auditionné à l'époque les groupes de biologie sur leur rôle et on a vu déjà qu'il y avait quelque chose qui commençait à poser des difficultés. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a eu quelques pages dans le rapport chargé produit l'été dernier de l'assurance maladie, la note de Benamouzik et de Bourgueil, de la chaire santé de Sciences Po, qui en une trentaine de pages essaye de poser la problématique. Et donc, le président de la Commission des Affaires sociales a convenu qu'il fallait qu'on lance un travail sur cette question. Alors, c'est quoi la financiarisation ? Nous, on a, dans notre rapport... Alors, je ne vous donnerai pas d'autres éléments du rapport que celui que je vais vous donner précisément, la définition, puisque je ne suis pas autorisé, vous le savez, à révéler les recommandations d'un rapport qui devait être publié le mercredi 10 juillet. Et comme le dimanche 7, il va y avoir une nouvelle Assemblée nationale, on a décidé de reporter la publication du rapport au mois de septembre. Mais il est prêt. On a bouclé nos travaux. Et la définition, on a retenu à peu près la même que celle de l'assurance maladie que Thomas Fatome présente, à la nuance près qu'il introduit la notion d'une prise de bénéfice à court terme, et ce n'est pas forcément le cas de tous les acteurs financiers. Parce que c'est un point important d'ailleurs, la prise de bénéfice ne se réalise en généralement pas par le dividende. Le président de la FHP, quand il dit « mais regardez, les groupes ne versent pas de dividendes annuels à leurs actionnaires », c'est plutôt vrai, elle se réalise d'une autre façon, qui est absolument classique dans tout système capitalistique, et ce n'est pas un gros mot, elle se réalise par la plus-value lors de la cession. Voilà. Et c'est une des raisons aussi d'un rythme de cession accéléré, c'est que l'horizon d'investissement des fonds internationaux, c'est quelques années. En moyenne, c'est 5 à 6 ans. Donc on achète, on revend 5 à 6 ans plus tard, on prend la plus-value, et c'est comme ça qu'on réalise le bénéfice. Donc l'argument, oui, mais il n'y a pas de dividende, c'est pas vrai. Oui, il n'y a pas de dividende, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de bénéfice. Donc on a retenu la même définition, c'est l'intervention d'acteurs financiers, d'acteurs extérieurs au monde de la santé, aux professions de santé, d'acteurs financiers dans le système de santé. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire le secteur de l'hospitalisation privée est un secteur qui voit depuis très longtemps, qui a à peu près abouti à ce que 75% environ des établissements ont des acteurs financiers dans leur capital.
La nouveauté, c'est que le phénomène se développe à grande vitesse et qu'après avoir, comme vous l'avez rappelé, concerné la biologie médicale, il entre maintenant de plein pied dans l'offre de soins ambulatoires. Donc, la biologie médicale en était la première étape, avec l'imagerie, avec l'ophtalmo, avec les dentistes et avec les soins primaires. Donc, et on voit un développement ultra rapide de la financiarisation. La première question, enfin la première, il n'y en a quelques-unes, mais est-ce que c'est inéluctable? Non, ce n'est pas inéluctable, de toute façon. Tout est, et j'y reviendrai à la fin, choix politique. On a voulu, dans notre rapport, analyser le phénomène, c'est-à-dire comprendre sur quel ressort il se développait. Donc je vais essayer, je ne vais pas être long, sinon je vais rester pendant une demi-heure à vous parler. Mais quels sont les ressorts qui font qu'ils se sont développés? Et là, il y en a toute une série. Il y en a qui sont d'ordre financier, purement financier. Vous avez, ça a été dit aussi, un payeur qui est très stable, qui est très sûr, et qui effectivement, au moment de la crise Covid, c'est quoi qu'il en coûte. Donc, de toute façon, il va payer. Donc, un investisseur, avant de rechercher la rentabilité, il cherche la sécurité, la sûreté du placement. Comme tout le monde, on place ses sous, on a des placements sûrs, même si ça ne rapporte pas beaucoup, le livret A, c'est bien. Et puis, on peut placer dans des actions, il y a plus de risques, ça rapporte plus, mais bon, voilà, c'est un mélange. Donc, les acteurs financiers, ils font la même chose. Pas besoin que ça rapporte 10 ou 15% par an nécessairement, du tout. Quelques pourcents, un acteur qui paye, c'est parfait. Donc, comme la lumière, le drapeau a été agité, ils se sont dit, oula, là-bas, on peut placer son argent, c'est sûr. Donc ça a boosté. Et puis, ça, je ne vais pas tout faire le tour de tous les ressorts, mais un ressort important, c'est l'évolution de l'offre de soins en France. L'évolution de secteurs ambulatoires, privés, en situation de fragilité, de sous-investissement, pour des multiples raisons, valeur des actes, tout ce que vous voulez, mais sous-investissement. Et donc, c'est très attractif pour des professionnels, jeunes professionnels, d'avoir un acteur qui vient, qui dit « Regardez, on fait un centre de soins non programmés. Regardez, il y a tout, il y a un petit oxymètre de pouls, il y a machin, il y a le dernier logiciel, etc. Et puis en plus, on prend en charge tous ces trucs administratifs, tout ça, vous en faites pas. On va s'en occuper. » C'est attractif pour un jeune professionnel. C'est attractif pour un vieux professionnel comme moi, qui a un cabinet de radiologie, enfin pas moi, je ne suis pas de cabinet de radiologie, mais qui arrive à la fin de sa vie professionnelle, son cabinet vaut X, s'il le cède à un jeune confrère, mais il y a un financier qui arrive qui dit « Moi, je paye 3X. » Ah bah oui, il part à la retraite, il prend un capital, et moi, je ne lui jette pas la pierre. Je veux dire... On peut lui jeter la pierre si on veut, mais on constate simplement que c'est un ressort sur lequel aussi les acteurs financiers prospèrent. Et puis il y a des ressorts en termes d'usagers. C'est-à-dire on repère là où on peut optimiser la recette. Et ce n'est pas forcément les mêmes publics selon les filières de soins. Par exemple, dans le dentaire, les patients qui ont bénéficié de la C2S, c'est très intéressant. Parce que vous prenez leur carte vitale et vous faites des actes sans que la personne paye rien, c'est uniquement l'assurance maladie qui paye, et vous multipliez les facturations d'actes, vous multipliez, vous voyez, c'est ce qui s'est passé, et donc vous tirez un taux de rentabilité qui est très élevé. Dans un autre secteur, ça va être de viser des patients qui ont un pouvoir d'achat plus élevé et qui vont accepter de payer des actes plus élevés. Donc, c'est toute l'intelligence des acteurs financiers d'entrer dans toutes les failles possibles, avec une logique que je ne leur reproche pas non plus. Un acteur financier, il veut dégager l'argent. Il est là pour ça, c'est son ADN. Donc on ne va pas lui reprocher. Moi, je ne reproche pas à l'industrie pharmaceutique de vouloir vendre des médicaments. Je reproche à la puissance publique de ne pas réguler suffisamment celui qui veut entrer dans le système et en tirer bénéfice. Ça, oui. La puissance publique en est responsable. Mais l'acteur financier, qu'est-ce que vous voulez? Vous ouvrez la porte, lui, il cherche toutes les failles. Donc, on analyse dans notre rapport secteur par secteur. Qu'est-ce qui se passe dans l'ophtalmo? Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, c'est un travail compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas de publication en France sur ce qui se passe. Rien du tout.
Je vous assure qu'à part ces quelques pages du rapport chargé produit et cette note de Sciences Po, vous ne trouvez rien. Personne n'a fait un état des lieux de la financiarisation dans le secteur de soins. Et donc, on a essayé de faire ça pour comprendre les ressorts et comprendre ce que visaient les acteurs. À partir de là, on peut poser une question fondamentale, c'est quel est l'intérêt d'avoir des acteurs financiers dans le système de soins ? Est-ce que ça a un intérêt ? Bon. Donc, on a posé la question à tous ceux qu'on a auditionnés. On a auditionné les ordres, on a auditionné les syndicats, on a auditionné les filières, on a auditionné des économistes de la santé, on a auditionné des avocats d'affaires, etc. En fait, on a auditionné tous les gens à qui on pouvait demander leur avis sur cette question. Et au fond, on a un système qui, jusqu'ici, mettons financiarisation de côté pour le moment, repose sur l'investissement public, les acteurs publics, et puis ce qu'on peut appeler un capitalisme professionnel. Encore une fois, l'ophtalmo qui a son cabinet, qui investit, le chirurgien qui avait créé sa clinique, investi, etc. Donc un capitalisme professionnel entre les mains des professionnels où ils contrôlent leur indépendance. Ils sont indépendants parce qu'ils contrôlent leur outil de travail et ils s'inscrivent dans la règle que la vice-présidente de l'ordre rappelait, le cadre déontologique et d'exercice qui était rappelé. Et c'est ce capitalisme professionnel qui est attaqué par un capitalisme financier. La situation actuelle, ce n'est pas le public qui est attaqué à la marge. On le montre aussi dans notre rapport. Il y a des attaques, mais elles restent marginales. Mais c'est le modèle de capitalisme professionnel qui est en danger. Et donc avec lui, l'indépendance des professionnels de santé qui est menacée, la perte de contrôle de l'outil de travail et l'imposition de résultats qui ne sont pas nécessairement ceux de la qualité et de la pertinence des soins. Les études, elles montrent ça internationales. Je pense donc que vous avez rencontré la division santé de l'OCDE, j'imagine, moi, les économistes de la santé. La littérature internationale est très intéressante parce qu'elle montre quand même que la financiarisation a des effets, on peut l'analyser sur ses effets sur les professionnels, sur les propriétaires de structures et sur les usagers. Quand vous décomposez dans ces trois catégories, l'étude comparée de la littérature montre que ceux qui sont en général bénéficiaires, ce sont les propriétaires de structures. Pas très étonnant. En ce qui concerne les professionnels, l'effet est au mieux neutre ou négatif. Et en ce qui concerne les usagers, il est négatif. Et quand on dit neutre ou négatif pour les professionnels, c'est-à-dire il peut être parfois positif sur un plan financier, mais c'est au prix de la perte du contrôle de l'exercice, des conditions de l'exercice professionnel. Donc quand on est un professionnel de santé, on met plutôt un signe négatif qu'un signe neutre. Donc tout ça, tout ce phénomène a des conséquences, évidemment. Et la question qui se pose maintenant, donc je posais, c'est quel est l'intérêt d'avoir ces acteurs ? On a posé la question en audition, alors on en parlait juste avant, les auditions, il y en a très peu qui sont publiques, donc qui sont retransmises, donc que vous auriez pu voir, ou que vous pouvez voir sur le site du Sénat en replay. La plupart, elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas... Donc je vais vous raconter l'audition de Bercy. C'est très intéressant. Donc le représentant du ministère des Finances auditionne, on lui dit, alors, mettons de côté la question de l'investissement, mais on en reparlera. Est-ce que vous voyez des avantages, des intérêts à l'intervention d'acteurs financiers dans le système de soins ? Il dit non, aucun. Aucun. Au moins c'est clair. Donc, on dit alors prenons la question des investissements. On lui dit, nous les rapporteurs, on a auditionné les radiologues, les ophtalmos et les dentistes, par exemple, qui tous les trois nous disent on n'a pas besoin d'acteurs financiers pour financer les investissements. Le réseau bancaire traditionnel fait ça très bien. Il n'y a pas de problème. On a un ophtalmo, on a besoin de, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros, 1 million d'euros pour un. Il n'y a pas de problème. On trouve les investissements. Donc, si c'est le seul intérêt,
les professionnels nous disent que non, ça n'a pas d'intérêt. Donc pourquoi voulez-vous la présence d'acteurs financiers autour de la table? Et là, il nous dit, parce que nous avons un principe général qui est que plus de concurrence fait baisser les prix. Donc en gros, on a une projection d'un principe politique, mais moi je respecte, je suis en désaccord, mais je respecte, d'un principe général d'ordre politique qui est du libéralisme à tous les étages, on va dire. C'est-à-dire la liberté, au nom de la liberté d'entreprendre, on doit autoriser quelqu'un, un acteur financier, à pouvoir investir dans le secteur de santé. C'est pour ça que je dis, on dit que c'est un choix politique de développer ou pas la financiarisation. Et après, selon le choix qu'on fait, alors on apporte des réponses et les outils, on les connaît. Et nous, on a fait des choix très clairs dans le rapport, ils seront publiés donc en septembre, mais si on veut arrêter le phénomène, faire marche arrière ou le laisser développer, il y a des solutions législatives, mais pas que. Et clairement, pour revenir à votre diapo, c'est pas l'ordonnance de février 2023, contrairement à ce qu'on entend souvent, qui est suffisante. C'est la loi de 90 qu'il faut aller toucher à ce moment-là. Il faut être très clair. C'est la loi de 90. Donc la loi de 80... Voilà, exactement. C'est le cadre légal de toutes les sociétés d'exercice. Et l'ordonnance de 2023, ce que tout le monde n'a pas compris, c'est que c'est une ordonnance qui principalement a été faite à droit constant. C'était d'essayer de mieux adapter ce qu'il y avait dans l'ordonnance de 90 et un certain nombre de textes qui ont suivi, de mieux les ordonner, de créer 2 ou 3 grandes notions comme la notion de profession, de professionnel exerçant, pour faire la distinction entre celui qui était à la retraite, etc. Mais pour les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, enfin, toutes les professions médicales. Pour les professions paramédicales, c'est plus discutable parce que leur code de déontologie, leur disposition était... Ça ne change strictement rien. L'ordonnance de 2023, c'est reformuler ce qui existait déjà. Donc, c'est... Conforter, on va dire, la loi de 90. En amenant des nouveaux éléments, parce que dans l'USL, les SPFPL, le holding, etc., et c'est surtout les avocats, pour être allé au ministère, c'est aussi surtout au niveau des avocats que l'ordonnance 2023 a été demandée. Alors, je vais aller vers la conclusion, parce que je parle longtemps, je sais. Mais donc, ne croyez pas, ceci dit, qu'il suffit du législateur pour régler le problème. C'est une erreur fondamentale, ça aussi. D'abord, le législateur, il est balourd, il est lent. Il est balourd, il est lent. Et les acteurs financiers, ils sont très agiles et très rapides. Donc, ils n'ont pas traîné à contourner les dispositions qui avaient été appliquées, à transformer, on vous l'a dit, 1% des actions, 99% des bénéfices. Alors que ce n'était pas du tout l'esprit de la loi et de la réglementation. Donc, ne croyez pas qu'il suffit de la loi. Il y a un ensemble d'outils, à ce moment-là, qui vont plus ou moins permettre de réguler la situation. Mais encore une fois, à la base, il y a un choix politique. Voilà. Et le choix politique, il doit émaner d'une réflexion de l'ensemble des acteurs. Et c'est le cas. On a beaucoup entendu, donc notre rapport est nourri, comme toujours au Sénat, des paroles des acteurs, de ce que les acteurs nous ont dit, comment ils voient le système de santé. Qu'est-ce qu'on veut pour notre système de santé? Comment on fait pour garantir un système qui apporte des soins, qu'on puisse équilibrer sur un plan financier, j'ai du mal à le dire, vu la situation des comptes sociaux du pays, mais qui soit soutenable et qui permette d'en respecter les acteurs, c'est-à-dire les professionnels de santé, d'un côté, qui ont besoin d'un cadre déontologique qui soit clair, et les usagers, qui doivent savoir dans quelles conditions ils peuvent accéder aux soins. C'est ces questions-là qu'on doit poser, et après, on regarde quels acteurs peuvent le faire. Mais, et je conclue là-dessus vraiment un mot, là, je ne trahirai rien en disant qu'on partage à la Commission des affaires sociales, quelles que soient nos opinions, je pense en tout cas très majoritairement, la conviction que le système français actuel, qui est très atypique dans le monde, puisqu'il conjugue encore une fois une puissance publique importante et un système de capitalisme professionnel qu'on peut qualifier d'artisanal, en gros, est un système qui fonctionne plutôt bien. Et que la régulation de ce système est certainement plus intéressante que l'introduction de nouveaux acteurs. Voilà, merci.
Je vous propose qu'on passe la parole au docteur Verzeau, si ça peut fonctionner. Écoutez, merci beaucoup. Je suis désolé d'imposer ces contraintes techniques. Alors, J'arrive à avoir le retour grâce au téléphone de Marjorie dans mes AirPods. Donc, est-ce que vous nous entendez de votre côté? C'est bon? alors, je vous entends par l'intermédiaire du téléphone de Marjorie que j'ai dans mes AirPods. Parfait. Alors, moi, j'avais une question générale. Il n'y a pas trop d'écho. Non, c'est parfait. Moi, j'avais une question pour introduire votre propos. Vous êtes, entre guillemets, représentant d'un certain modèle de capitalisme professionnel. Donc, je voulais que vous nous expliquiez quel pouvait être le modèle de professionnalisation d'un capitalisme professionnel qui peut être considéré comme différent d'un phénomène de financiarisation. Je vous laisse vous présenter et je vous laisse la parole, docteur. Merci beaucoup. Les choses très importantes ont déjà été dites, en particulier par Elisabeth et parce que j'entendais moins bien l'intervention du président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et par le sénateur Jomier, qui ont parfaitement bien posé le débat. Donc je vous remercie pour l'invitation, bien sûr. Moi, je suis radiologue au Havre. Je suis le représentant de la radiologie, de la Société française de radiologie à la Fédération des spécialités médicales. Et à ce titre, je siège avec Elisabeth, je suis invité permanent au Conseil national professionnel de la radiologie, donc on a l'occasion d'échanger régulièrement. Je veux bien qu'on mette la diapositive suivante, parce que j'ai essayé, pour illustrer mon propos, de faire quelques nuages de mots. Ne vous attachez pas à la taille des mots, parce que ça, c'est le travail de Google. On envoie un certain nombre de mots, et la taille dépend de Google. Mais tout ça pour dire que on est, et Elisabeth l'a déjà dit, on dépend du code de santé publique et du code de déontologie. Et par conséquent, le médecin libéral doit préserver son indépendance. La médecine n'est pas un commerce, ça c'est très important. Et aussi, ce qui a été évoqué par M. Jomier, c'est que je qualifierais un peu différemment médecin capitalistique, mais médecin entrepreneur. Pour moi, c'est très important. Tous les médecins, quel que soit leur statut, généraliste ou de plateau technique, sont des entrepreneurs. Un médecin libéral est un entrepreneur. Et donc ces fondamentaux, ils ont été particulièrement, et à juste titre, défendus par le CNOM. Il y a un point qui a été aussi évoqué, c'est celui de la solvabilité. On a la chance, dans notre pays, de pouvoir exercer nos métiers sans contrainte financière pour prendre en charge des patients. Ça, il faut le préserver absolument, mais on a un payeur qui est aveugle. Et ce payeur aveugle, probablement, notamment à l'issue du Covid, où on finançait sans compter, ça a pu attiser les convoitises de certains financiers. Ça a déjà été dit. La suivante, s'il vous plaît. Nos métiers sont en complète mutation. Qu'on gère des plateaux techniques ou qu'on soit dans une CPTS, on a des transformations qui vont s'accélérer de façon très importante, notamment avec l'impact du digital, de l'intelligence artificielle générative, pardon. C'est vraiment, je pense qu'il faut insister là-dessus parce que ça va modifier complètement nos organisations. J'ai eu l'occasion de l'exprimer quand j'ai été auditionné au Sénat, 3 défis. Le défi démographique, pour moi, il est le plus important, c'est le vieillissement de la population. Elisabeth y a dit tout à l'heure, on a une augmentation de la demande de soins. Le défi numérique, le défi de l'innovation et le défi financier, parce que nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin de moderniser considérablement nos organisations. Et ça demande des investissements
Et c'est là où il y a probablement une opportunité à nouveau pour des financiers qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs que les nôtres. Donc il faut aller vers de nouvelles organisations, et je veux bien que vous passiez la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ces transformations, de mon point de vue, sont absolument nécessaires, s'ajoutent dans la notion de transition générationnelle avec le départ des baby-boomers, qui sont vendeurs, et qui cherchent, comme ça a été dit aussi, à maximiser leur capital professionnel. Ça a été dit par M. Yann Bourgueil notamment, récemment, qui est le co-auteur avec Daniel Benamouzik de la note de Sciences Po. On assiste à un changement de propriété. Les financiers ne se seraient probablement pas intéressés s'il n'y avait pas eu des vendeurs. Donc l'important pour moi, pour nous, c'est de construire un projet de long terme dans ce changement de propriété. Ce changement de propriété ne doit pas se faire vers des porteurs de projets avec des objectifs de création de valeur financière à court terme, comme on l'a précisé tout à l'heure, mais avec des objectifs de création de valeur médicale. Alors je reviens sur cette notion de valeur médicale. C'est quoi la création de valeur médicale? C'est d'être en capacité de répondre aux besoins de la population à l'échelle des territoires. Et donc, c'est dire, de mon point de vue, l'importance de préserver le statut de médecin entrepreneur. C'est là où, si le médecin reste entrepreneur, il doit être en capacité de trouver lui-même des organisations de consolidation de sa structure qui vont lui permettre de relever les défis. Alors, est-ce qu'on a besoin, où va-t-on chercher ces financements? La suivante, s'il vous plaît. De mon point de vue, à nouveau, nous avons une responsabilité sociale et sociétale pour répondre à ces besoins. Et on ne peut pas appartenir à une catégorie socio-professionnelle plus, une CSP+, et ne pas se préoccuper de l'organisation des soins. Et donc, c'est là où, avec Vidi, on a essayé de construire une solution qui permette aux médecins à la fois d'aller chercher des investissements et de rester aux mains totalement de l'organisation professionnelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes tournés, d'abord on a créé une coopérative qui permettait de mieux acheter le matériel. C'était déjà une première étape pour optimiser les conditions d'investissement. Et puis quand on a vu arriver les acteurs financiers avec des objectifs qui ne sont pas les nôtres, on s'est tourné vers les 1000 radiologues qui nous avaient rejoints pour lever des fonds auprès d'eux et constituer des capitaux propres. Ces capitaux propres, on a pu lever en moins de 2 mois 45 millions d'euros auprès de 300 radiologues investisseurs, avec des conditions qui sont dans nos statuts extrêmement précises, c'est-à-dire qu'on a une dissociation entre le droit de vote et le montant de l'investissement, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un radiologue très riche, par exemple, qui prendrait la main sur l'organisation. Ça, c'est pas possible. Le droit de vote est capé. Et aussi, l'investissement est exclusivement limité à des radiologues en activité. Quand les radiologues cessent leur activité, ils doivent vendre leur part, ce qui permet d'assurer la transition générationnelle. Et avec ces fonds propres, on a pu voir des financiers, des banquiers, qui nous ont donné un droit de tirage de dette, mais en aucune façon, ils sont entrés au capital de Vidi. Donc il n'y a personne tiers, non médecin, non radiologue, qui soit dans le capital de Vidi. Et avec ces possibilités financières, eh bien, on adosse des groupes ou des centres de radiologie qui souhaitent passer la main parce que les radiologues sont à l'âge de la retraite et souhaitent trouver d'autres solutions ou cherchent un soutien organisationnel pour répondre aux besoins du territoire. Et donc, ce sont ces solutions qui sont pour nous possibles à mettre en œuvre, pour autant que la profession montre qu'elle est capable elle-même de s'engager. Alors je pense aussi, et ça fait le lien avec
les propos de l'intervention de l'audition de Bercy que M. Jomier a bien voulu nous rapporter. Peut-être qu'il y a derrière tout ça, sans le dire précisément, une politique de revenus. Et peut-être que finalement, on se dit que les radiologues, qui actuellement ont des revenus importants parce qu'ils ont besoin d'avoir ces capacités d'investissement, peut-être qu'il faut les priver de ces possibilités et les ramener à un revenu standardisé. C'est une hypothèse, mais à mon avis, qui n'est pas totalement exclue. Donc, pour moi, il y a une remise en question pour tous les médecins, que ce soit le premier recours, des plateaux techniques, du statut de médecin entrepreneur. Et enfin, il y a une petite coquille dans cette diapositive. Ce n'est pas le refus du statut, mais c'est le refus du statu quo. Je pense que si la profession ne fait rien, si on reste seulement passif, eh bien, la machine est en marche. C'est peut-être pas inéluctable si il y a des lois qui régulent et qui empêchent ce mouvement, mais je ne pense pas que ça aille dans ce sens. Et si on ne fait rien, eh bien, malheureusement, on risque de se retrouver, comme ça s'est passé majoritairement dans la biologie, mais aussi dans les établissements, sans pouvoir garder la main sur l'organisation de nos structures. Je vous remercie, j'ai été peut-être un peu long, mais merci pour tout ça. J'espère que vous m'avez bien entendu. On vous a très bien entendu, merci beaucoup. Écoutez, compte tenu des impératifs de train, de votre impératif et de votre impératif, je propose qu'on aborde un dernier point, et finalement qui répond à ce que disait le docteur Verzeau sur le statu quo. Vous, Conseil de l'ordre des vétérinaires, vous avez radié un grand nombre de sociétés vétérinaires ou de cliniques vétérinaires. Le Conseil d'État a confirmé votre position. Comment l'ordre a fait pour s'en sortir? Puisque finalement, c'est un peu ce que disait le sénateur Jomier. Une fois qu'on se fait un choix politique, on a plein de solutions. Là, le Conseil d'État a fait un choix juridique par rapport à des textes qui, comme les textes pour les médecins, ont plus d'une trentaine d'années. Il ne faut quand même pas oublier que s'il y a eu intervention des financiers, c'est dans un cadre juridique qui datait de 30 ans. Et croyez-moi, globalement, à part le Code civil, tout texte qui a 30 ans a besoin d'être ripolliné. Même si aujourd'hui, quand on voit la qualité d'un certain nombre de textes législatifs, c'est discutable. Non pas du fait du Sénat, bien entendu, mais du fait de l'Assemblée nationale. Beaucoup de voix bavardes. Vous aviez une base du Code rural. Le Conseil d'État vous a donné raison. Donc après ce traitement radical des sociétés radiées, vous êtes parti sur une doctrine en lien, si les informations sont bonnes, enfin, parce qu'elles sont publiques avec le ministère de l'Agriculture. Et que fait-on des radiés? Finalement, y a-t-il un droit à l'oubli ou un droit à l'erreur? Non, on n'a rien oublié du tout. On a simplement, pour les trois sociétés dont la radiation a été confirmée par le Conseil d'État, alors la radiation s'applique dès lors qu'elle est notifiée. Donc on a fait le choix de notifier, ce qui laisse 8 jours de délai pour que la notification soit effective, avec comme porte de sortie pour les sociétés radiées la possibilité de nous présenter des statuts le plus tôt possible, des statuts conformes le plus tôt possible, et on s'est engagé à les examiner rapidement et à réinscrire les sociétés dans la mesure où elles respectaient les dispositions du Conseil d'État, de les réinscrire rapidement. Donc assez rapidement derrière, il y a les 200 autres sociétés qui étaient concernées, qui représentaient 4 groupes, puisque tous les groupes n'étaient pas concernés à cette époque-là, qui se sont constitués en un syndicat, le Syngève, et qui sont allés au ministère de l'Agriculture en disant mais c'est pas envisageable de fermer 200 structures, etc. Alors il y a eu ils demandaient une conciliation au ministère de l'Agriculture. Je crois que faire une conciliation sur une décision du Conseil d'État, c'était pas vraiment le terme approprié.
Mais on est rentré dans une sorte de contact. On ne va pas dire que c'est de la négociation, mais c'est de l'explication de texte. Donc cette phase a duré 3 mois pour aboutir au mois de décembre à la parution de la doctrine que les sociétés concernées se sont engagées à mettre en place dans les 3 mois, donc jusqu'en mars 2024. Alors, tout va toujours un peu plus lentement que ce qui est annoncé. Donc là, on arrive un peu sur la fin maintenant. Il reste deux groupes là, qui se font un petit peu tirer l'oreille. On a encore examiné des recours en conseil hier. Mais on pense que à la fin de l'été, ça sera terminé et que toutes ces sociétés auront tiré les conclusions nécessaires maintenant, donc aux décisions du Conseil d'État et à la doctrine. Et on retrouve encore une fois, on est sur l'apparence des statuts, elle est tout à fait, des statuts des pactes d'associés, etc., est tout à fait correcte. Et on a le sentiment que l'ordre a mis à disposition des professionnels exerçants un outil qui doit leur permettre d'assurer, d'être indépendants et de pouvoir gérer leur société. Il leur reste à s'emparer de cet outil et à l'utiliser. Donc l'avenir le dira. On sait que dans les différentes dispositions, il y a le fait que le professionnel exerçant doit à la fois exercer dans sa société, mais exercer également au moins un temps partiel, ça a été fixé à 3 demi-journées par semaine, dans un établissement. Donc, ce qui s'est passé pour la plupart du temps, c'est l'utilisation d'un dispositif, la transmission universelle de patrimoine, où des sociétés qui n'étaient pas concernées par la radiation ont absorbé un grand nombre de sociétés. Donc là, on se retrouve avec un modèle un petit peu avec une société et 100 ou 200 établissements à gérer. Et voilà, donc c'est le modèle de demain. On imagine que ça va générer des conflits, parce qu'on a les associés, on va dire, un peu de départ, on a les financiers, et on a un tas de vétérinaires à qui on a donné ou prêté une part pour que la condition qui consiste à avoir un associé qui exerce 3 demi-journées par semaine soit remplie. Voilà où on en est. Écoutez, merci beaucoup. Monsieur le sénateur, je vous propose de passer le micro pour un mot de conclusion de votre côté, puis je vous laisserai le mot de conclusion. Vous avez une réflexion qui est très lucide en disant « la loi ne réglera pas tout ». Alors je vous poserai volontiers la question non plus aux sénateurs mais aux citoyens, que manque-t-il en plus de la loi pour régler les choses ? C'est pas moi qui vous apporte la réponse, le docteur Verzeaux vous l'a rapporté, et le président de l'Ordre des vétérinaires aussi. C'est par exemple l'élaboration d'autres modèles professionnels. Les radiologues le font, et il y a aussi un collectif de jeunes radiologues qui est très actif en la matière. Les ophtalmos le font aussi, l'ont fait. Les dentistes, alors eux, vous savez qu'à la fois la loi Katabi a rétabli l'agrément pour une ouverture de centre dentaire, mais ils ont aussi signé une convention qui prévoit une régulation à l'installation. Alors, quand on ne connaît pas, on se dit « oulala, ils ont mis le doigt dans ceux que justement les médecins ne veulent pas ». Mais il faut les écouter, il faut écouter pourquoi ils ont signé ça. En fait, ils ont gelé, par cette disposition, le développement de l'installation de centres financiarisés, puisque c'est 1 pour 1, donc le rapport de force qui leur est très favorable, à plus de 70-75%, il ne peut plus se dégrader, ils l'ont gelé. Et regardez la dernière convention sur la médecine générale, suppression des lettres clés F et N. Rien de politique là-dedans, je vous rassure. Bon. Mais pareil, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? On va nous enlever des revenus, la majoration férié, nuit, c'est des combats, voilà, c'est normal, on est mieux payé ». Sauf que le système il était tellement détourné qu'il sert aux centres de soins non programmés.
qui facturent à tour de bras des actes qui ne valent pas 26,50, mais 40 ou 60 euros, et qui ne facturent que ça essentiellement. Ils sont fermés l'après-midi, ils n'en ont rien à faire. Et il fallait du courage. C'est toute la différence entre le corporatisme et le syndicalisme. Pour adopter une mesure qui porte tort à une partie de la corporation, mais qui porte un intérêt général qui est de lutter contre la financiarisation. Donc on voit bien qu'il y a des réactions des filières, des corps professionnels. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que la loi, évidemment. La loi, elle devra venir poser ce qui est nécessaire. Et je suis d'accord avec vous, et même parfois au Sénat, on est bavard et on fait des lois bien trop longues. J'ai beaucoup d'exemples dans la tête. Mais on posera ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. Mais ce qui est fondamental, c'est ce que les acteurs du soin, les professionnels et les usagers, bien sûr, veulent et ce qu'on peut faire, les choix qu'on fait. Et après, la loi, elle doit dire juste ce qui est nécessaire, mais elle ne suffira pas à elle seule. Mais moi, je suis pas du tout pessimiste sur cette question. Je le redis, ce que j'ai dit en introduction, il n'y a pas d'inéluctabilité. Ça n'est pas vrai. C'est une question, encore une fois, de choix. Et là, ce qu'on dit les différents intervenants montrent qu'ils sont des acteurs, en l'occurrence, efficaces de lutte contre une financiarisation qui prendrait le pas sur la logique du soin. Merci. Écoutez, monsieur le vice-président, monsieur le sénateur, un grand merci. On vous laisse retrouver votre train. Je vais laisser la parole. Non, mais je ne ferai pas de conclusion différente. Nous sommes en marche et donc je ne vous dirai pas les solutions qui seront prises parce qu'aucune décision n'a été prise encore pour certaines sociétés qui sont à l'étude et on reviendra vers vous pour en parler. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on aille tous dans le même sens, comme j'ai dit tout à l'heure. Tous les médecins, l'ordre est là pour rassembler tout le monde. Aujourd'hui, on est aux ERPS et je crois que vous avez aussi votre rôle à jouer. Si vous êtes d'accord pour lutter contre cette financiarisation, il faut qu'on travaille ensemble absolument et qu'on ait le même projet. La différence avec les autres professions, nous sommes beaucoup plus nombreux, 230 000 médecins. Vous avez vu le nombre de dentistes et le nombre de vétérinaires, la multiplicité des formes et aussi le montant des investissements, puisqu'en radiologie, on arrive à un nombre... Éric Taille est au fond, mais je ne sais pas s'il n'y a pas quand même déjà 60% ou 70% enfin, des centres de radiologie qui sont importants, possédant scanner et IRM, qui sont déjà aux mains de financiers qui sont extrêmement puissants. Quand on parle d'Ardian, de BlackRock, on parle aussi de BPI France, qui est le seul français. Ça va être difficile si on ne légifère pas pour pouvoir leur demander de faire autrement. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas faire autrement, ils n'ont pas d'autre modèle. À nous de proposer un modèle, certes, mais proposer un modèle économique à des fonds d'investissement, pour l'instant, c'est eux qui proposent les modèles économiques et pas les médecins qui ne sont pas dans un modèle économique, sauf du travailler ensemble. Donc je pense que si on n'est pas aidé par la loi, je suis pessimiste. Il nous faut que la loi nous protège pour qu'on puisse trouver des solutions. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne quelques questions. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu les prendre avant, mais compte tenu des contraintes de... Monsieur le Président de la plus belle région de France. C'est le breton qui parle, merci maître. Ah, ça y est, le reparti. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, merci à Laurent Verzeau, mais on voit bien... Enfin, moi, le sénateur a abordé l'histoire des MSP. C'est vrai que c'est une des questions qu'on peut se poser. C'est de rachat par des mutuelles ou des financiers sur, effectivement, la finalité, la perte de l'indépendance et la perte, effectivement, de la qualité potentielle de soins avec des rachats. C'est valable aussi aujourd'hui, je trouve, pour des communes ou des communautés de communes qui mettent en place, avec des gens qui ne veulent plus mettre un copec dans leur installation en soins primaires, mais qui deviennent aussi pieds et poings liés avec des organisations dont ils perdent la maîtrise sans forcément une financiarisation aussi visible. Ma question, elle est celle-là, c'est que autant la logique pour les vétérinaires, on voit bien qu'il y a du potentiel plutôt commercial, autant la stabilité financière sur les 1% de rentabilité, elle est autre. Moi, c'est demain, aujourd'hui, un cabinet de médecine générale, ça se vend plus, c'est zéro. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un radiologue, un laboratoire de biologie, ça a encore une valeur de rachat. C'est comment on peut demain financiariser quelque chose qui aujourd'hui vaut zéro.
Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut 0, mais que demain ça vaudra beaucoup? Moi, je vous donne Mais pour la perte d'indépendance, il n'y a même pas... Je vous donne un chiffre. Article 51. Expérimentation du financement à la capitation. Expérimentation du financement au forfait. Ouais. Aujourd'hui, Ok. Ouais, ça y est. partager des honoraires de médecins généralistes, non. En revanche, avoir un dispositif où sur un territoire, comme on a des expériences, je ne donnerai pas les noms, mais on les connaît, article 51, et qui donne... déjà, on a eu un certain nombre de textes dessus, où vous allez avoir une forfaitisation avec déjà un financement important. Si on regarde les articles 51, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros par an. Pour les frais de gestion de la structure. Ça y est, j'ai financiarisé, j'ai 150 000 euros. D'accord. Où j'ai la possibilité de partager les honoraires entre des médecins généralistes et d'autres professionnels. Le modèle médecine générale du cabinet fait que de toute façon, comme on a des cabinets partout, je ne vais quand même pas acheter une clientèle. Puisque je peux faire ma clientèle n'importe où. Je ne vais pas faire des reprises de clientèle pour un médecin général. Par contre, si on a un système de financement autre, on peut avoir un attrait pour un investissement, sachant qu'on ne l'a pas dit au départ, mais il faut de toute façon, je rappellerai quand même 3 choses, je ne l'ai pas dit, mais en conclusion, je me permettrai de le dire. Pour qu'il y ait financiarisation, il faut des vendeurs. Et les vendeurs, pardonnez-moi, sont les partants, les retraités. C'est sûr que quand on vous propose 1 et que vous avez 10, je sais bien qu'il y a beaucoup de moines bouddhistes dans la profession, surtout chez les radiologues, mais c'est compliqué. Deuxième sujet, il faut un investissement privé. Parce que pour moi, la définition sur la financiarisation, c'est juste une chose. C'est une question d'équilibre. Équilibre entre les principes qui protègent la profession, l'indépendance, ne s'exerce pas comme un commerce, et puis qui nous garantissent une durabilité sur la qualité et la sécurité des soins. Mais ce n'est pas parce que vous avez des investisseurs extérieurs que, par définition, le système est pollué. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dire non plus qu'on n'a pas... Si vous regardez l'état des établissements de santé privés il y a 20 ans et l'état des reconstructions aujourd'hui, il a fallu un investissement privé. Alors oui, il peut y avoir un investissement individuel pour des professionnels de santé, un capitalisme professionnel, mais ça dépend du niveau des investissements. Ce qui, pour moi, fait que ça n'a rien à voir entre les établissements de santé privés où il fallait un certain niveau, qui était probablement impossible à titre individuel, et qui n'a rien à voir avec des radiologues, des médecins nucléaires, des radiothérapeutes, où là, il peut y avoir un capitalisme individuel sans difficulté. Et puis, le troisième élément qui doit se poser, c'est que qui dit protection de la profession dit responsabilité de la profession. Et la responsabilité de la profession, parce que ça fait aussi partie de l'ordre, il y a aussi un volet financiarisation, parce que la financiarisation fait qu'on va dans des secteurs, au contraire de ce que pensent beaucoup de professionnels, ce n'est pas nécessairement les secteurs les plus rentables. C'est les secteurs où il y a des marchés. Moi, je suis désolé, la financiarisation se développe autant dans les déserts médicaux qu'ailleurs. Ça veut dire que c'est aussi une responsabilité individuelle de la profession pour faire en sorte que la nature ayant horreur du vide, que le vide ne soit pas rempli par les intervenants extérieurs. Si c'est le choix d'une profession, pour moi, j'ai pas de choix. Je dis pas qu'il y a un système qui est bon et pas bon, mais ça n'est rendu possible que parce qu'il y a des vendeurs. Ça n'est rendu possible que par ceci, que par cela.